L'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, la période de questions et requêtes du public est ouverte et sa durée sera d'une heure, comme à l'habitude, sauf si le Conseil la prolonge. Veuillez, s'il vous plaît, limiter votre intervention au temps loué de 3 minutes. Et je vous rappelle que vous serez filmé en direct. Alors, la période de questions se terminera exactement à 20h46 minutes. Donc, je ne repère pas de parents accompagnés ou de personnes accompagnées de jeunes enfants. Donc, on va suivre l'ordre. Sinon, manifestez-vous. Non? OK. Donc, la première personne est Madame Linda Ballantyne. Bonsoir. Bravo pour votre élection. Merci. J'habite l'avenue Laval depuis 1994. J'habite le plateau depuis 1971, depuis que je suis étudiante. Et nous avons eu des gros travaux d'infrastructure sur l'avenue Laval entre la rue Roy et le square, le carré Saint-Louis. Ça a commencé au mois de juin et ces travaux achèvent. Tous les raccordements ont été faits pour les conduites d'eau potable, pour connecter chaque maison. Pendant l'été, on a été connecté à un approvisionnement d'eau temporaire. Les travaux ont été très longs, difficiles pour, je pense, que tous les résidents qui habitent l'avenue Laval. Et on se retrouve maintenant avec les travaux presque acheminés. Chaque maison, bien sûr, a été raccordée sur une période de 2 semaines. Et sur notre bout de rue, en tout cas entre Roy et Avenue des Pins, quand on pense que toute cette réflexion a été faite pour corriger les problèmes de pression d'eau, on se retrouve avec une pression d'eau qui est beaucoup inférieure à ce que nous avions avant le mois de juin, quand les travaux ont commencé. Les résidents sont extrêmement inquiets. On vit mal en ce moment. On se douche très mal le matin. Il y a des moments pendant la journée où il n'y a pas d'eau du tout qui sort des robinets. On a de la difficulté à faire la vaisselle. Chez nous, on a annulé la visite de familles avec de petits-enfants. Ça va vraiment mal. Et on aimerait des explications. Et on aimerait connaître ce qui va être fait pour diagnostiquer les problèmes. On aimerait connaître quel va être l'échéancier pour corriger ce qui s'est passé. Alors, voilà ma question. Merci, Madame, de venir ici pour poser cette question qui a une importance dans votre vie quotidienne et celle de vos voisins. Je demanderai à notre directeur des travaux publics, M. Ménard, qui a possiblement des réponses à vos préoccupations. Oui. En fait, historiquement, dans le secteur, il y a tout le temps eu des problèmes de basse pression. Donc, le service de l'eau travaille depuis les dernières années justement à réguler justement la pression dans le réseau. Ils ont fait l'installation de certains équipements qui vont être mis en fonction justement au printemps 2020. Donc, à partir de là, ça va être possible de rehausser la pression dans le réseau dans tout le secteur sud-ouest de l'arrondissement. Donc, ça devrait aider énormément, justement. Suite aux travaux qui ont été faits sur Laval, il faut comprendre que la conduite a été remplacée, mais ça change pas le problème de pression globale dans le secteur. Ça va être régulé justement au printemps 2020. Entre-temps, on a pris des pressions vendredi passé. Donc, les pressions, présentement, c'est 40 PSI. Il faut comprendre que c'est pas énorme, mais c'est conforme. À partir de là, il faut comprendre que durant la période des travaux sur la rue Laval, la conduite temporaire était raccordée à une conduite primaire, donc qui offrait 80 PSI, 80 livres de pression.
dans le réseau temporaire. Donc, quand les citoyens ont été rebranchés au réseau local, il faut comprendre qu'ils ont vu une différence instantanée, justement, dans la pression qui leur était offerte. Entre-temps, le service de l'eau continue à faire certaines recherches, mais force est d'admettre que ça va devoir, pour la suite des choses, ça devrait rester sous les 40 PSI. C'était ça les données recueillies cette semaine jusqu'au printemps 2020. Est-ce que la situation actuelle, 40 PSI, à part l'exception de dépression que vous avez dit, c'est similaire à ce qu'il y avait avant les travaux? En fait, c'était tout l'ensemble du secteur sont aux alentours entre 30 et 40 PSI. Il faut comprendre qu'à partir de 30 PSI, le service de l'eau considère que c'est acceptable malgré le fait que c'est peu. Est-ce que c'est comme avant? Oui, exactement. Okay. Donc actuellement, à part la petite période, à part le réseau c'est la temporaire. même chose qu'avant, mais Exact. la solution permanente va être applicable à partir du printemps 2020, c'est ça? Exactement. Donc, il faut attendre jusqu'au printemps de 2020 avant de pouvoir se doucher comme il faut le matin. Parce que vous dites que c'est entre 30 et 40? Ce que vous avez mesuré, M. Marin est venu à notre édifice la semaine dernière et je pense que c'était entre 30 et 35, n'est-ce pas? Mais je peux vous assurer que c'est bien moins que ce qu'on avait avant les travaux. Donc, il doit y avoir des explications. Il doit y avoir un problème. Okay. On va pouvoir contacter la dame. Oui, donc, et nous avons vérifié auprès des voisins, au nord, au sud et de l'autre côté. Nous, on est du côté ouest et on a vérifié du côté est. Tout le monde note une grosse baisse. On sait qu'avant le mois de juin, on pouvait se doucher le matin, puis là, on ne peut pas se doucher le matin. OK. Donc, je vous remercie pour votre question. On a eu la réponse qu'on a ce soir. Nous, évidemment, on va faire le suivi pour avoir plus d'infos. Moi, je n'étais pas au courant là, de votre situation, puis on va vous revenir avec une réponse dans les jours qui viennent. J'en profite juste pour vous expliquer le fonctionnement pour les personnes qui ne sont pas habituées de venir. En fait, vous pouvez poser votre question et suite à la réponse, si la réponse vous semble incomplète ou pas tout à fait satisfaisante, vous avez droit à une sous-question. Hein, c'est la seule possibilité. Donc, on n'est pas dans une période d'échange ou de discussion. C'est comme on est à la période de questions. Donc, exactement comme Madame a fait, vous pouvez suivre son exemple. Donc, la prochaine personne, Monsieur Gilles Gosselin. Bonsoir. Alors, permettez-moi de vous féliciter pour votre élection, d'abord. Merci. Je viens ici ce soir, non pas en mon nom personnel, mais au nom du syndicat des copropriétaires du 4485 rue Saint-Dominique. On vit une situation un peu particulière. Sur la rue Saint-Dominique, tout près de Marianne, entre Marianne et la rue Cédra, il y a des travaux de rénovation actuellement, une série de maisons en rangée qui sont en train d'être rénovées. En fait, ils ont tout rasé à l'intérieur et là, sont en train de faire la même chose à l'intérieur. Ils ont obtenu un permis de la ville pour bloquer une partie de la rue Saint-Dominique avec clôture, où ils ont aménagé des containers, de la machinerie lourde, etc. Et jusque-là, ça allait très bien. Mais là, depuis 3 semaines, ils ont entrepris de se servir de la rue Cédra comme stationnement, comme parking. Et je note ici que on peut effectivement obtenir un permis d'occupation temporaire du domaine public lors de travaux. Et on mentionne ici qu'une des possibilités, c'est pour réserver une place de stationnement pour un entrepreneur. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la notion d'un entrepreneur? C'est une voiture? C'est 12 voitures? C'est quoi au juste? Là, ils ont bloqué la rue Cédra au complet. Et moi, j'ai appelé au 311 à 5 occasions. J'ai parlé 2 fois à la personne qui s'occupe des stationnements. J'ai parlé à la police qui est venue sur place. Et à chaque fois, on m'a répondu la même chose. Ils ont un permis, on ne peut rien faire. Mais le permis en question, ma compréhension est que
c'est pour des véhicules de travail. C'est pour de la machinerie lourde, tout ça. Pas pour des autos privées. Là, ce sont les automobiles des travailleurs qui travaillent là, parce qu'ils disent qu'avec les vignettes et tout, ils n'ont pas de stationnement. Sauf que l'inconvénient, c'est que, voyez-vous, nous, on a 7 stationnements intérieurs et il faut passer par la ruelle entre Saint-Dominique et Colonial pour sortir de chez nous. On ne peut pas tourner à gauche sur Mont-Royal. Donc là, on ne peut plus tourner à droite sur Cédra. Il faut donc continuer jusqu'à Rachel. Et là, on ne peut pas tourner à droite, évidemment, c'est un sens unique. Mais l'hiver, nous, on paye pour déblayer notre ruelle en arrière. Et l'entrepreneur, lui, il tourne sur Cédra. Et ça veut dire qu'on est condamné à ne plus sortir de l'hiver, puisque l'autre partie de la ruelle, aller jusqu'à Rachel, n'est pas entretenue l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est condamné à rester là. Et on n'est pas seul. Hein? Il y a une douzaine d'autres voitures qui stationnent. Nous, on a 7 stationnements. Et puis, à l'autre bout, il y a encore une quinzaine de voitures qui stationnent. Alors, ma question, c'est est-ce que la Ville va faire quelque chose pour ça? Parce que c'est une tour de Babel actuellement. Oui, tout à fait. Ben, merci d'être venu pour nous sensibiliser à cette question-là. Alex? Oui, mais je suis très familier avec l'endroit. L'un des problèmes qui se pose, c'est que l'autre moitié de la rue CA a été complètement verdie avec un très bel aménagement de ruelle verte, ce qui fait en sorte que le seul chemin pour atteindre votre garage, c'est de passer par Serra, la partie de la rue Serra, qui est maintenant bloquée à cause de ce permis-là. Donc, on va faire un suivi avec nos permis, notre division des permis, pour voir si des ajustements peuvent être apportés au permis qui a été accordé à l'entrepreneur. Bien, s'il n'y a pas d'ajustement, c'est pas compliqué. Nous, on passe l'hiver dans le garage. Ça c'est clair, oui. Parce que nous, on est des payeurs de taxes. Je comprends que l'entrepreneur paye 1 000 $ par semaine pour son permis. Je comprends que ça va vous faire un trou dans votre budget, là, C'est pas pour ça que... ça serait modifiable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, on paye des taxes et on a le droit d'avoir accès à nos rues. D'accord? Plus que des travailleurs qui stationnent là parce qu'ils ne veulent pas se donner la peine de les stationner ailleurs. Ça, c'est votre sous-question, j'imagine? Non, c'était une réflexion. C'est une réflexion, d'accord. Dans une période de questions. Donc, votre sous-question, c'est est-ce qu'on va être coincé pour tout l'hiver? Ben non, mais je voudrais que la Ville fasse quelque chose, qu'il y ait un engagement de votre part. Je veux juste vous formuler une question pour être capable d'apporter une réponse. Donc, on va vous faire un suivi. Donc, on est déjà en échange avec nos services pour s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait auprès de l'entrepreneur. Et en aucun cas, à ma connaissance, vous pourrez me corriger, là, mais qu'on peut avoir des permis pour les employés qui viennent travailler. Hein. Les permis d'occupation du domaine public, c'est pour la machinerie, les conteneurs, etc., mais c'est pas pour les employés. Donc, ça devrait libérer une place, puis donc on va faire un suivi très rapide avec votre situation. On a vos coordonnées, inquiétez-vous pas, on va vous faire un suivi. Et de qui vient le suivi? De M. Norris? M. Norris va faire le suivi avec vous. Parfait. Vous êtes dans son Comme secteur. la dernière fois, oui. Merci, bonne soirée. Oui. Ouais. D'ailleurs, on pourrait dire aux employés, ils peuvent acheter des vignettes journalières. Ça va nous faire augmenter nos revenus. Voilà. Donc, Madame Martine Lacroix. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est une question assez facile. Je me demande si cette année, le 11 novembre, on va voir des élus de la ville de Montréal porter un coquelicot blanc en guise de mémoire pour les victimes civiles des guerres. Parce que le plus souvent, les élus, à part ceux de Québec solidaire, portent seulement le coquelicot rouge. Et le coquelicot rouge, c'est pour les victimes militaires. Puis je trouve que ça serait important, surtout qu'à Montréal, on accueille beaucoup de réfugiés, de gens d'ailleurs. Fait que ça serait une façon de leur dire, on sait que vous avez perdu des gens dans votre pays qui sont décédés dans les guerres. C'est une façon de leur dire qu'on s'inquiète pour vous autres. Fait que c'est ça. Fait que je demande juste aux élus de porter le coquelicot blanc. Merci. Bien, merci. On va discuter de ça cette semaine entre nous. Ouais. On se les procure où, les coquelicots blancs? Je suis contente que vous me posiez la question. Vous êtes filmé, là, donc c'est un bon pitch. Oui. Collectif Échec à la guerre.
Fait que c'est ça. Merci. 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 Madame Carole Lacroix. Bonjour. J'habite le plateau depuis les années 80 et ce qui me préoccupe le plus, c'est la qualité de vie dans le quartier qui, depuis quelques années, est un peu empoisonnée par les locations de type Airbnb court terme dont vous avez entendu parler certainement. Alors, je cible en particulier le gros joueur Sonder qui, en ce moment, dans un périmètre d'environ, pas un périmètre, un rayon d'environ 750 mètres autour de l'immeuble ici, opère déjà une cinquantaine d'unités en location court terme. Et malgré les dénonciations qui sont faites à Revenu Québec, auxquelles vous me référez toujours quand je me plains, il n'y a rien qui est fait. Alors, en plus de ces unités-là qui sont opérées en toute impunité depuis plus que 2 ans, Sonder, il y a un certificat d'occupation qui a été émis à la compagnie Sonder pour faire un hôtel au 4501 Drolet, dans l'ancien édifice Guérin. Sachant que le modèle d'affaires de Sonder usurpe la définition d'hôtel telle qu'on le conçoit, pouvez-vous nous rassurer et nous confirmer que la définition d'hôtel de l'arrondissement du plateau Mont-Royal est suffisamment précise et ne permettra pas à Sonder de l'interpréter à sa manière afin qu'il puisse opérer 53 unités à la façon Airbnb sous une même adresse? Merci. Donc, juste avant de céder la parole à Richard Ryan, qui est bien au fait du dossier, toute la spéculation immobilière, autant résidentielle que commerciale, parce qu'on vit la même chose avec des investisseurs spéculateurs sur les locaux commerciaux qui entraînent des locaux vacants et la détérioration de nos artères commerciales. On les voit aussi dans le résidentiel et ils vont vite. Donc, on a des enjeux de trouver des stratégies, des façons de faire qui vont nous permettre de faire face à leur nouvelle façon de faire. Et l'exemple d'un hôtel qui, somme toute, semble répondre à notre définition d'hôtel d'arrondissement, nous amène à nous questionner sur notre définition parce qu'il faudra peut-être qu'on l'adapte. Donc, sur le projet particulier dont vous faites mention, Richard a plus d'informations. Alors, bonsoir, Madame Lacroix. Maintenant que je vous vois en personne, merci d'être venu poser la question. Je pense que c'est important de se préoccuper de ça. Vous savez depuis plusieurs années ici, il y a eu plusieurs personnes sur les questions de résidence de tourisme illégale. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues. Ça a commencé par des plaintes, évidemment, par les différentes nuisances, que ce soit déchets, bruit, insécurité dans les immeubles, tout ça. Mais de plus en plus, à travers des années plus récentes, c'était la grande préoccupation qui est venue. Je dirais qu'il arrive au-dessus, même si c'est très grave. Là, je ne veux pas minimiser les nuisances de bruit puis de déchets mis n'importe où, n'importe quand. Mais la perte de logement nous préoccupe dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal au plus haut point, tout comme dans Montréal d'ailleurs, parce que, bon, Ville-Marie, Plateau Mont-Royal, c'est à peu près similaire, le nombre de logements loués à court terme sur les plateformes comme Airbnb, mais il y a aussi de plus en plus les autres quartiers autour, évidemment les quartiers centraux, mais les autres quartiers autour aussi qui commencent à subir de plus en plus ces problèmes-là. Juste distinguer, puis là, comme la conversation qu'on avait eue aussi, je fais juste un rappel, là, bon, évidemment, on fait la distinction entre les résidences de tourisme illégales. Il y a des résidences de tourisme qui sont légales, qui ont fait les bonnes démarches auprès à la fois de l'arrondissement et auprès du ministère du Tourisme du Québec pour aller chercher un panonceau, aller chercher la classification. Il n'y en a pas beaucoup, fait qu'il y a des fortes chances que quand on voit l'activité des résidences de tourisme se faire dans les rues résidentielles, de fortes chances qu'il soit illégal. Là, on parle d'une activité intensive à temps plein, c'est-à-dire un logement
qui est retiré du marché de l'habitation. Donc, évidemment, on a passé, puis on va repasser parce qu'il y a eu quelques erreurs de distribution d'un dépliant, mais nous, on a pris en charge la communication avec les résidents, même si le gros bout du bâton, ce n'est pas l'arrondissement qui l'a, mais c'est bien Revenu Québec. Juste faire la distinction, Revenu Québec n'intervient pas dans ce cas-là sur des questions fiscales, mais ils ont le mandat du gouvernement du Québec d'intervenir pour faire respecter la loi d'hébergement touristique, la loi 67. Ça ne se fait pas, passer d'amende, des avis. Oui, il y a eu plusieurs avis dans la dernière année, depuis un an et quelques mois qui ont ce pouvoir-là. Il y a un nouveau règlement qu'on attend du ministère du Tourisme qui devrait rentrer en vigueur d'ici quelques semaines, à l'effet qu'on va clarifier ces notions-là de résidence de tourisme et la résidence principale, surtout quand vous êtes chez vous, vous pouvez louer quand vous en allez en vacances, etc., versus les autres qui sont sortis du marché de l'habitation. Et donc, c'est un outil qui, normalement, c'est ce que Revenu Québec nous dit, devrait avoir beaucoup plus de poignées pour justement mieux intervenir et émettre des amendes jusqu'à 25 000 $. C'est là que je dis qu'on a beaucoup plus d'outils avec la loi d'hébergement touristique et le nouveau règlement du côté provincial pour mieux intervenir auprès des illégaux pour les résidences de tourisme. J'arrive à l'hôtel. Demande d'hôtel qui a été faite sur la rue Drolet. Donc, on se rappellera que cette adresse-là fait partie d'un ensemble immobilier qui est sur, donc principalement sur le front, sur l'avenue du Mont-Royal. L'hôtel en question, le bâtiment en question était occupé par l'entreposage dans le passé. Donc, en vertu des règlements d'arrondissement, effectivement, il était de plein droit pour le requérant, le promoteur, d'amener chercher une demande, d'amener chercher un permis pour usage d'hôtel. Là, vous parlez d'usurpation de la définition. Jusqu'à maintenant, on va suivre de près justement les questions de construction puis rénovation à l'interne pour que ça réponde bien à la définition qu'on en a présentement dans notre règlement d'urbanisme. Mais par la suite, s'il y a des usages qui ne sont pas conformes, on va aussi intervenir là-dessus et on va faire intervenir le joueur principal qui a à surveiller la loi d'hébergement touristique, soit Revenu Québec. Évidemment, on appelle aux gens quand vous voyez des cas, justement, d'illégalité de résidence de tourisme, vous savez, on évalue entre 1 500 et 2 000 logements disparus sur le plateau Mont-Royal seulement, des logements disparus de l'habitation. Donc, oui, vous pouvez faire des dénonciations de manière confidentielle sur la page de Revenu Québec et on appelle les gens à le faire. C'est le plus important encore de retrouver un certain nombre de ces logements-là, justement, dans le parc locatif ou même dans le parc des condos aussi également. Donc, juste pour compléter la réponse de Richard, ce projet-là est de plein droit. Donc, ils ont le droit de demander un permis pour aménager un hôtel. On va le suivre pour nous assurer qu'il respecte toutes les règles d'octroi du permis. Donc, on n'a pas le choix. Mais vendredi dernier, je pense que j'ai demandé à ce qu'on regarde c'est quoi la définition qui a été modifiée dans l'arrondissement de Ville-Marie pour qu'on voit s'il n'est pas utile de modifier notre définition d'hôtel pour les prochains. C'était là le centre de ma question. Alors, ma sous-question à laquelle j'ai droit, c'est pouvez-vous nous promettre que la définition d'hôtel va être assez serrée pour empêcher Sunder de la déjouer en faisant comme il le fait partout dans le monde, c'est-à-dire il fait des unités à louer et il prétend que ses services hôteliers peuvent être virtuels. Alors, un hôtel, dans ma compréhension, il y a une réception, il y a des êtres humains, il y a des services hôteliers sur place, des femmes de ménage, etc. Ce que je crains, c'est que Sunder est en train de faire un bâtiment de 54 logements qui va louer sans qu'il n'y ait pas un chat sur place. Les gens vont rentrer là avec leur téléphone. Ça va être le free-for-all. C'est déjà le festival de la valise à roulettes à la rue Mont-Royal. Ça n'a pas fini de faire dur au coin de la rue de Rolette. Merci.
Donc, évidemment, les règles d'urbanisme, on les fait en fonction de tous les projets, donc sans jamais cibler un promoteur en particulier. Je vous assure qu'on va réviser notre définition d'hôtel s'il y a besoin et qu'on va s'assurer que ça corresponde à un vrai hôtel et non pas à des services virtuels. Qui faudra voir dans notre définition actuelle si ça peut se faire, mais sinon, on va modifier la nôtre. Et il y a déjà un autre arrondissement qui est allé de l'avant, donc on n'a pas besoin de chercher bien loin pour avoir une source d'inspiration. Et on va le faire très rapidement. Monsieur Claude Galichan. Bonsoir. J'ai travaillé un peu avec Carole. Comme hier, non, c'est dimanche, j'ai laissé une note pour dire que ça fait des mois que le chantier est en élaboration, puis il n'y avait toujours pas de permis affiché. Ce matin, il y en avait 3. 3 permis affichés. Derrière le grillage, on ne voit pas grand-chose, mais au moins, c'est un début. Donc, là, on parle d'un projet en construction. Moi, ma question, c'est à propos de la compagnie Sander aussi, mais pour un hôtel, entre guillemets, qui existe déjà. Donc, je vais dire ma question, c'est avec quelle autorisation la compagnie Sander peut-elle exploiter un hôtel, entre guillemets, en zone habitation au 4433 Hôtel de Ville? Donc, sur leur site sander.com, on voit 14 unités au même numéro civique et sur le site européen cbvision.fr, pour lequel je vous ai écrit le 27 septembre, l'édifice est présenté comme un hôtel avec réception numérique. Donc, j'ai écrit avec quelle autorisation parce que c'est pas des gîtes, il n'y a pas de panonceau, c'est pas du Airbnb occasionnel, c'est une concentration de plusieurs unités avec le statut d'hôtel avec réception numérique. C'est ce qu'ils ont essayé de faire adopter à l'arrondissement Ville-Marie en disant un hôtel, ça ne va pas avoir une réception en bonne et due forme, ça peut être un service qui est offert sous une autre forme. Donc, c'est le modèle d'affaires de Sander. Donc, ma réponse, c'est un dossier qui est en ce moment judiciarisé. Donc, je ne peux pas vous donner d'autres informations, mais on est en intervention dans le dossier. OK. Parce que pour les dénonciations à Revenu Québec, dans mon immeuble, on a eu un cas qu'on a soumis à l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, à l'arrondissement Ville-Marie, à Revenu Québec, parce que la personne opérait jusqu'à 10 unités Airbnb simultanément, puis il s'est rendu à 202 commentaires de voyageurs, étalés sur des mois. Là. Ça n'a pas bougé à différents niveaux, puis là, il est disparu, mais je pense qu'il est disparu de la carte sous ce nom-là. Il doit revenir sous un autre nom, probablement, parce que sa réputation a été ternie. Donc là, je veux juste préciser parce qu'on me dit qu'il est judiciarisé, puis on me dit qu'il n'est pas judiciarisé. Fait que... Écoutez. Comment? OK, il y a eu un constat d'infraction d'émis. Donc, on est en intervention dans le dossier. Mais, celui sur Hôtel de Ville. Vas-y, Richard. Ça, c'est l'intervention que l'arrondissement peut faire, mais je vous invite, dans tous les cas, en tout cas, s'il y a un doute sur la légalité, je vous invite vraiment, parce que là, c'est clairement sur une rue résidentielle, il n'y a pas de panonceau et tout ça. Je pense qu'il y a des bons indicateurs que le gîte, que ce soit résidence de tourisme ou que ce soit hôtel qui stipule, peu importe comment ils le définissent eux, mais il y a clairement, probablement, une illégalité là. Donc, je vous invite aussi à porter plainte à Revenu Québec. De toute façon, en allant sur le site sander.com, on voit les vingtaines d'épingles qu'il y a sur le plateau, donc celle de 14, puis une remarque sur le site européen où ils annoncent la photo de l'édifice n'est pas la bonne. C'est un autre coin de rue complètement. Ça, c'est une technique typique des gens de Airbnb pour brouiller les pistes et mettre des fausses informations. Mais c'est bien le 44-33. Vous comprendrez, si on fait appel aux gens, c'est parce que vraiment, on sait que les gens ont plus d'informations avec les adresses, avec les différents... Ils peuvent donner certains détails quand ils portent plainte, que ce soit l'arrondissement, dans notre cas à nous, ou que ce soit à Revenu Québec. Je pense que c'est important de le faire aux deux endroits. Puis nous, on s'assure un suivi avec Revenu Québec aussi pour voir comment... Ils vont accélérer aussi les procédures d'intervention pour faire respecter la loi 67. Super, merci. Donc, c'est important parce que nous, on essaie de faire le maximum de représentation auprès de Revenu Québec. Puis plus il y a de la pression aussi qui vient des citoyens, plus à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on lance un appel, plus il y aura des gens qui vont signaler de votre côté, plus ça nourrit le dossier, plus ça nous aide, nous, dans nos représentations. Monsieur Desjardins.
Monsieur le maire, félicitations pour votre Merci. question. Ma question se pose concernant la rue Marianne au niveau de la qualité de vie. Moi, je vis dans le coin, puis je la prends tous les jours à vélo, surtout pour aller travailler. Ma question est dans le contexte de 2017, où est-ce que l'administration actuelle s'est fait élire en disant qu'elle allait mieux coordonner les chantiers sur rue, tout ça. Alors, première question, de quelle nature sont les travaux qu'on a eus sur la rue Marianne? Est-ce que c'est des travaux de l'arrondissement ou de la ville-centre? Et deuxième question, qu'est-ce que vous comptez faire pour assurer une meilleure gestion, ou est-ce qu'on ne retrouvera pas perpétuellement cette rue-là en chantier? Est-ce qu'on peut la faire de façon définitive en quelques mois, où on doit à chaque année faire des petits tronçons qui viennent créer du bruit, créer de la poussière pour les résidents, créer des détournements de circulation et créer un désagrément pour la qualité de vie de tout le monde? Donc, c'est un 2 pour 1, en fait. C'est exact. Peut-être une sous-question dépendant de votre réponse. Ben, c'est ça. Vous avez déjà la sous-question dans la question. Ben, peut-être sur le spécifique de ce qui a été fait sur Marianne. Merci, Marianne. Je connais ça, la rue Marianne. C'est bon. Qui s'écrit avec un trait d'union, contrairement à mon nom, qui s'écrit tout ça tout ensemble. Et j'en profite pour saluer ma mère qui a choisi ce très beau prénom, qui est présente ce soir. Avec mon père, là, ils étaient deux. Bon. Ouais, il y a eu sur la rue, là, je comprends qu'on parle du tronçon à l'est de Papineau, surtout dans ce coin-là. En fait, dernièrement, il y a eu des travaux qui ont été assez longs, en effet, sur Désirable, sur Partenay, qui concernent les infrastructures de l'eau essentiellement. Donc, c'est toujours des lourds travaux. Là, la dame de la rue Laval le mentionnait tout à l'heure. Où on va ouvrir la rue, on va travailler sur les aqueducs, les égouts. Souvent, on profite pour arriver la Commission des services électriques, Hydro-Québec, Vidéotron, Énergir, etc. Donc, ça implique la ville-centre à peu près toujours. Des fois, l'arrondissement va dire « Hey, on va en profiter puisque vous ouvrez pour faire une saillie sur ce coin de rue-là », ce qui se passe aussi à certains moments. Et vous le voyez, ça implique une coordination de plusieurs donneurs d'ouvrages qui eux-mêmes engagent des privés, qui eux-mêmes sous-contractent certaines parties du travail, ce qui fait que oui, c'est un casse-tête qui est vraiment pas facile dont il n'est pas facile d'assurer une coordination assez raffinée pour que tout se passe de façon complètement fluide et harmonieuse. Et ce qui arrive aussi des fois, c'est arrivé entre autres très récemment au coin de Chambord et Mont-Royal, on fait une belle saillie, elle est terminée. Oups, 2 semaines plus tard, ils reviennent, ils ouvrent. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est ça? On pensait que c'était terminé. Bien, il y a des correctifs à faire. C'est pas tout le temps parfait. Il y a des petites erreurs. Et tant que c'est sous garantie, bien, on en profite pour faire les corrections pour ne pas se retrouver, passer un hiver avec un mauvais drainage ou d'autres choses comme ça. Donc, sur Marianne, et dans tout ce secteur-là, on l'a vu sur Dorion aussi. Ça va avoir lieu sur de Bordeaux prochainement. Si ce n'est pas l'année prochaine, c'est l'autre. Là, ce n'est pas encore déterminé. Toutes nos infrastructures souterraines sont à réparer et c'est ce qui fait qu'il y a énormément de chantiers qui perdurent et qui se coordonnent et s'entrecoordonnent avec beaucoup de monde. Donc, je comprends que c'est pénible, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'une fois que ces années-là, ce moment-ci qui est difficile va être passé, le plateau va être à peu près tout neuf, au moins pour une bonne 50aine, 75aine d'années, et on passe au travers. Mais on est en train, là, si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger, de créer un nouveau système centralisé où chaque intervenant va pouvoir mettre ses travaux et on va pouvoir les suivre plus facilement parce qu'en ce moment, cette informatique-là, elle n'est pas très agile. Donc, la Ville le prend au sérieux et travaille sur cette nouvelle plateforme-là qui devrait nous aider. Mais en même temps, c'est pas toujours facile de discipliner les paramunicipales qui vont demander des permis sur 2-3 semaines en sachant qu'elles vont y aller à un moment donné. Des fois, il y a des interdictions stationnées, puis elles y vont pas, puis on essaie d'être sévère avec eux, mais encore là, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de ressources, des inspecteurs. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup d'inspecteurs. Donc, il faut qu'on soit tous un peu conciliants avec l'âge de notre arrondissement. Je ne suis pas sûr d'avoir eu réponse à la question dans le sens que là, on parle à l'ouest de Papineau, où est-ce que Marianne a été ouverte au mois de mai-juin et à quelques quinzaines de pieds du même endroit où est-ce que ça a été repavé. Récemment, des gens sont revenus pour travailler une autre canalisation. Alors, ma question, c'est comment ça se fait que des travaux se font à une telle proximité
mais sur différentes périodes dans l'année, sans que tout puisse se concerter de façon crédible et de façon, justement, de concert avec tous les donneurs d'ouvrage. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre pour concerter tout ça? On a l'impression que, dans le fond, que le syndrome du boulevard Saint-Laurent revient. Les choses ne se terminent pas. Rachel, Papineau, Marianne sont perpétuellement, à chaque année, ouvertes, pavées, réouvertes, à différents tronçons. Et là, on ne parle pas de tuyaux en terracotta de 1890. Là. On parle d'ouvrages qui ont été faits dans les 10 dernières années, qui sont, même 5 dernières années, qui sont corrigés à nouveau. Qu'est-ce qui se passe à la Ville-Centre, là? J'ai compris votre question précisément sur le tronçon de Marianne. C'était ça, le libellé. Là, vous venez d'ouvrir à l'arrondissement au complet, à toutes sortes d'autres choses. 2 rues. La réponse est quand même encore à peu près la même. Il y a des travaux de PRR où on répare la dalle et la rue quand elle est vraiment en fin de vie. Il y a des travaux de PRCPR où on va réparer que l'asphalte pour donner une chance à la rue de continuer à vivre pendant 4-5 ans. Il y a encore une fois tous les intervenants dont je vous faisais mention. Il y a nos travaux de géométrie de rue où là, il va en avoir des travaux au printemps au coin de Marianne et Brébeuf pour faire des saillies de trottoir parce qu'on en a besoin pour sécuriser la traversée des nombreux piétons qui passent là. Sous-œuvre, là, je parle, mais je parle pas de saillies, là, on creuse avec la pépine, là. Mais quand on fait des saillies, on creuse quand même beaucoup, là. Vous irez voir en ce moment sur Laurier, dans le coin de Quartier, il y a quand même des bons trous qui doivent être faits. C'est un problème qu'on prend au sérieux. La mairesse en parle toujours. La fluidité de la mobilité de tout le monde, la coordination des travaux en fait partie. C'est un casse-tête. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai terminé en disant il faut être un peu patient. Il y a plein de choses à réparer, puis à entretenir, puis à réaménager. Mais c'est pas parce qu'on baisse les bras puis qu'on se dit c'est pas ça l'attitude, mais c'est beaucoup, effectivement, dans les équipes, au central. Des fois même, on planifie des travaux pour une raison qui nous échappe. Ils ne peuvent pas être faits, donc ils sont remis à l'année prochaine. Donc, ils se retrouvent en même temps d'un autre chantier qui était prévu cette année-là. Puis là, oups, on est obligé d'à peu près de les faire en même temps. Il y a tellement d'imprévus et d'impondérables. Et même des fois, on manque juste de main-d'œuvre, mais on ne peut pas terminer un chantier parce que l'entrepreneur dit ben j'ai plus de surveillants, j'ai plus de travailleurs. C'est des choses qui nous arrivent. C'est partout en ce moment, la pénurie de main-d'œuvre. Ça a des impacts jusque dans nos chantiers aussi. Juste. Patience, c'est ça. Je sais que M. Tremblay veut peut-être ajouter quelque chose. Je veux juste dire que c'est tout un défi de coordonner l'ensemble des travaux de tout le monde. 25% des chantiers relèvent de la ville à Montréal, donc il y a toutes sortes d'autres acteurs. Et ça a été un engagement fort, vous l'avez dit en introduction, de Projet Montréal lors de son élection il y a 2 ans. La mairesse reconnaît qu'il y a des défis et on est en train de travailler à améliorer les systèmes. Donc, on ne va pas vous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on prend le problème au sérieux puis on essaie de trouver des solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'on investit comme jamais dans nos infrastructures alors qu'on a négligé pendant des années de les refaire. Puis là, quand ça pète, à un moment donné, il faut les refaire. Puis là, on est en train de les refaire. Puis oui, ça a des inconvénients, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va les refaire. Monsieur Tremblay? Donc, les travaux qui ont été réalisés au courant de l'été, qui sont le plus proche à l'ouest de Papineau, c'est entre Garnier et Fabre. Il s'agissait de réhabilitation d'égouts et d'aqueducs ainsi que réhabilitation d'entrée de service au plomb. Mais suite à ce chantier-là, il y a aussi la Commission des services électriques qui est intervenue à proximité, donc prolongeant la durée des travaux. C'est 69 millions, peut-être en complément d'information, c'est 69 millions de dollars en travaux investis dans l'arrondissement du Plateau-Montréal, en plus de ce que les paramunicipales engendrent comme travaux. Merci, M. Tremblay. Merci, le maire. Merci. Merci. Monsieur Jean-Marc Urbain. Bonsoir. Bonsoir.
Félicitations pour votre élection. C'est la première fois que je participe à une réunion comme celle-ci. Et je dois vous avouer que ce que j'entends depuis le début ne me rassure pas nécessairement. Je suis moi aussi résident, propriétaire d'un appartement sur l'avenue Laval. Depuis, j'ai acheté cet appartement parce que c'est celui-là que je voulais acheter, en assumant les choses. Je pense que j'assume les choses, je paye mes taxes, je respecte les règlements, je fais en sorte de faciliter le respect des règlements aux autres personnes du triplex, etc., etc. Et quand je vois ce qui se passe, j'y reviendrai rapidement, depuis le début de l'année, je ne suis pas du tout rassuré parce qu'on me dit que des travaux sont nécessaires. D'accord, c'est très bien. On a tous accepté de supporter la chose. Ça n'en finit pas de finir. Le préjudice est constant. Alors, tout comme Madame Ballantyne et d'autres personnes de la rue qui ne sont malheureusement pas ici ce soir, on continue à payer nos taxes, on continue à respecter les règlements. On a le souci de consulter les gens de l'arrondissement quand on change le châssis d'une fenêtre, quand on change l'appui d'une porte, la poignée, une boîte aux lettres. Et depuis, c'est ouvert depuis des mois. Depuis des semaines, c'est du bruit, de la poussière, une difficulté, voire une impossibilité d'entrer chez soi, une chute du débit d'eau, des complications à tout moment. La situation actuelle n'est pas normale. On n'a pas les conditions qu'on avait auparavant. Personnellement, et je crains de ne pas être le seul, je doute de plus en plus que, comme on nous le promet régulièrement, ça va revenir à la normale. Et nous continuons à payer. Nous continuons à respecter les règlements. Nous continuons à faire en sorte que le voisinage soit le moins compliqué possible. Et nous continuons à subir une perte de qualité de vie qui n'a absolument rien à voir avec nous, qui ne vient pas de nous, qui ne découle pas de la manière dont nous sommes propriétaires ou dont nous gérons, entre guillemets, les logements. Alors, j'ai pas nécessairement de questions, mais je voulais simplement dire que ça n'est pas normal, et quant à moi, ça va prendre des semaines et des mois pour peut-être, comme on nous le promet depuis le début, redevenir normal. Et ça n'est pas une bonne chose pour personne, je crois, ni pour nous qui subissons les choses, ni pour vous qui, c'est vrai, entamez des travaux requis depuis très longtemps, mais qui avez cette charge de livrer la marchandise qui n'est pas toujours facile à livrer, qui n'est jamais facile à livrer, certainement pas dans les conditions actuelles. Mais quand je vois la multitude des intervenants, la multitude des choses qui se chevauchent, Monsieur Desjardins, si je me souviens bien de son nom, qui parle de trous qu'on ouvre, qu'on bouche, puis qu'on ouvre et qu'on bouche pour ouvrir, je pense qu'on est en droit de se poser des questions et de se demander où on va. Donc, je pense que deux éléments là, que je retiens dans votre intervention. Il y en a un qui est plus général sur la coordination des chantiers, qui est un peu l'intervention de M. Desjardins. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas aller dans la caricature, parce qu'il y a des travaux qui sont faits qui sont nécessaires, et parfois, comme l'expliquait Marianne, l'entrepreneur revient parce qu'il n'a pas bien fait son travail, puis heureusement qu'il revient parce qu'on a payé pour avoir de la qualité. Ça, c'est une partie. L'autre partie, on a bien entendu vos deux interventions, là. On comprend qu'il y a un enjeu réel pour vous. On est sensibilisé à ça ce soir et on s'est engagé à faire un suivi rapidement auprès de vous pour aller chercher le maximum d'informations pour voir qu'est-ce qui peut être fait le plus rapidement possible pour améliorer votre situation. Je ne vous promets pas que je vais rétablir la pression de l'eau la semaine prochaine, là. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on va s'en occuper, on va aller aux informations, puis on va aller voir qu'est-ce qui est possible, puis on va vous faire un suivi sur cette situation-là, à vous et à madame. Parfait. Merci. Donc, madame Suzanne Craig. Alors, peut-être que c'est un peu dans le sens de l'intervention de M. Desjardins. Bon, je suis résidente de la rue Marianne.
Et vous annoncez là, dans votre sommaire de ce soir des projets de réaménagement. Marianne, vous en avez parlé. Les 5 projets de réaménagement des coins Mont-Royal, Cartier, Mont-Royal, Garnier, Mont-Royal, Fabre et Gautier. Bon, je suis un petit peu plus concernée par Mont-Royal. Je suis venue il y a peut-être deux conseils demander effectivement de sécuriser la traverse de la rue Garnier, entre autres, de la rue Marquette aussi, parce qu'il n'y a pas de lumière, puis que c'est la rue Mont-Royal et la rue d'accès maintenant, étant donné que tout a été redirigé sur les artères. Les gens n'ont que la rue Mont-Royal et l'avenue et le boulevard Saint-Joseph pour atteindre la rue Papineau, étant donné que la rue Rachel est en travaux pour longtemps encore. Donc, j'étais venu demander, j'ai dit, ben, il faut peut-être mettre des trucs pour traverser, là, des traverses piétons, des flashers pour dire, bon, laissez passer les piétons, tout ça. Mais là, on annonce des gros projets d'intersection. Vous demandez de l'argent. J'en suis pas sur l'argent. J'en suis sur les travaux, justement. J'en suis sur le quartier. Notre quartier qui est impacté depuis... Je pense que ça fait 2 ans que ça n'arrête pas, que tout est jammé, c'est bloqué. Rentrer chez moi, sur la rue Marianne, c'est toute une aventure. Même, je pense que j'aime mieux mon GPS mental que le GPS, parce que ça change tout le temps. Et là, aller faire des travaux de cette envergure, je vais vous demander d'ailleurs un peu plus de détails sur la nature des travaux, mais rapetisser la rue, je ne vois pas... Comment vous pourriez rapetisser la rue qui est déjà rendue étroite? Ça circule très lentement. Le soir, c'est tout bloqué. C'est pas compliqué. La rue Mont-Royal est bloquée. L'autobus passe même pas. Alors, on n'aide pas le transport. On n'aide pas la fluidité du transport en commun. On n'aide aucune fluidité. Il y a des gaz à effet de serre. Ça doit être totalement... On a un parapluie de gaz à effet de serre au-dessus de chez nous. Alors, pourquoi cibler encore ce quartier et encore vouloir faire soit des saillies, où vous dites dans votre papier, attendez un petit peu, on peut faire des saillies, on peut réduire la largeur de la chaussée, l'élargissement des trottoirs et tout ça. On suppose encore des gros travaux. Ça va être donc encore plus bloqué. Et si vous rapetissez la rue Mont-Royal... Alors, Xavier, votre question, il vous reste 15 secondes. Il me reste 14 secondes encore, ça. Puis j'y arrive. Là. Si vous rapetissez à ce point-là, est-ce que quoi? Est-ce qu'on empêche... Est-ce qu'on veut carrément que les autos passent juste par le boulevard Saint-Joseph? Alors, moi, je veux savoir c'est quoi la nature des travaux qu'il y aura au coin de Mont-Royal, l'échéancier un peu. Comment vous entrevoyez ces choses-là? Alors, j'ai pas ciblé personne là, dans ma question parce que... C'est dans le district de Lorimier? Oui, encore. Oui, on vient beaucoup en appui au nouveau maire ce soir là, parce qu'il va apprendre. Hein, c'est normal de ne pas avoir réponse à tout comme le précédent maire qui avait une longue expérience. Donc, Madame Craig, moi, je pensais que vous seriez ravie parce qu'on vous a entendu. Quand vous êtes venu, il y a quelques conseils nous dire c'est difficile de traverser comme piéton entre dans ce secteur-là de Mont-Royal. Il y a beaucoup de gens. On a besoin de traverser d'un côté à l'autre de la rue. Et vous nous aviez dit, il me semble, mais je ne suis pas certaine, que des saillies, comme on a fait à Chambord, comme il existe ailleurs, ça pourrait être une bonne idée. Il y en a sur Laurier, à toutes les intersections, sur Laurier-Est. Et effectivement, l'expérience piétonne est vraiment bonifiée. Donc, c'est simplement ça qu'on fait au coin de Fabre et Garnier. On vient élargir les trottoirs, verdir, planter des arbres. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les conseils, à chaque fois qu'on en parle, on rappelle les bienfaits des saillies qui vont réduire de beaucoup la durée de traversée de la rue en rétrécissant la chaussée. On va aussi faire des fosses de plantation qui vont permettre d'embellir, de planter des arbres, mais aussi de capter les eaux de pluie parce qu'une ville qui est perméable, qui est bétonnée et asphaltée partout, envoie donc toutes les eaux de pluie directement aux égouts pluviaux et quand ils sont surchargés, c'est là que ça déborde, c'est là qu'on ne peut plus traiter l'eau, qu'on la verse directement au fleuve. Il y a plein de très mauvais impacts au fait de ne pas laisser l'eau rentrer dans la terre. Donc, les saillies jouent ce triple rôle-là.
Et leur rôle sécuritaire a été même démontré par la Direction de la santé publique, qui a fait la démonstration que les intersections qui ont des saillies de trottoir ont vu le nombre de collisions, non seulement entre piétons, cyclistes, donc les usagers les plus vulnérables, mais aussi les passagers, conducteurs et occupants des véhicules ont été davantage en sécurité. Il y a eu moins de collisions avec blessures là où il y a des saillies. Donc, on en construit. On pense que c'est une belle façon d'aider le déplacement des piétons et au premier chef, les plus vulnérables, ceux qui marchent plus lentement. Ça ne prend pas un an à construire des saillies et le résultat, après ça, il est beau, il est permanent, il est utile à tous les égards dont je faisais mention. C'est ça qu'on va faire et donc, il ne sera que plus facile de traverser. Est-ce qu'après, sur Mont-Royal, comme vous l'aviez suggéré, on ne pourrait pas trouver une façon entre les... il y a un feu de circulation à Fabre, il y en a un après ça, le prochain est à Papineau, je pense. L'autre côté, il y en a un peut-être à Brébeuf. L'autre est à Delaroche. Il y en a un à Brébeuf aussi. Bon, il y a quelques intersections qui n'ont pas de feu entre les deux. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une façon de traiter ces intersections-là pour donner plus de chances aux piétons de traverser? Certainement, est-ce que ce sera des passages piétons? Hein? Si les publicités de la SAQ fonctionnaient, on pourrait en faire et elles seraient respectées. Vous le savez, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, donc c'est là-dessus qu'on travaille, mais c'est des saillies, pour répondre à votre question, qui vont être construites. Juste pour ajouter à la réponse, donc on ne rétrécit pas l'avenue du Mont-Royal. Ben non. On construit des saillies. Non, la saillie ne prend pas plus de place qu'une voiture. Donc, on ne touche pas du tout à la voie de circulation, donc ça affecte aucunement la géométrie de l'avenue du Mont-Royal. C'est juste que ça réduit la distance de traverse parce qu'on commence notre traverse sur le bout de la saillie. Vous avez peut-être une sous-question? Oui, À vos yeux. je suis étonnée que la rue Marquette, vous ne proposiez rien. C'est peut-être la pire des trois, parce que la rue Fabre, elle a une lumière, au moins. C'est là où la plupart des gens vont traverser d'ailleurs. La rue Garnier est plus calme, malgré tout, et il y a beaucoup, beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres plantés. C'est une des rues les plus arboricoles du plateau Mont-Royal. Vous allez parler de faire des fosses pour reverdir encore plus. Tant mieux pour nous, les citoyens du coin. Mais la rue Marquette, c'est la pire. C'est celle qui est proche de Papineau, c'est celle qui a le moins de verdure, puis vous faites rien sur Marquette. Est-ce qu'on peut penser que vous allez peut-être considérer faire quelque chose sur Marquette ou aider les gens, parce que la SAQ est là, l'Intermarché est là, la fruiterie est là, le AEW est là. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de commerces là. Oui, donc on entend votre suggestion pour la rue Marquette, on pourrait parler de la rue Chabot, on pourrait en nommer plein d'autres. Hein, donc, je veux dire, bon, fait que là, c'est une rue très passante. D'accord. Donc, c'est votre sous-question. Peut-on envisager la rue Marquette? Ma réponse, c'est on a déjà planifié Fabre, Garnier, Cartier, quand même. Et éventuellement, on va continuer parce que notre but, c'est de sécuriser les rues le plus possible. Alors, je compte sur votre engagement, M. Rabouin. Merci beaucoup. Merci, madame. Monsieur Will Salmon. Monsieur le maire, félicitations. Merci. Et bravo pour votre engagement pour la transition écologique. C'est pour ça que je suis là. En fait, c'est mon premier conseil. Donc, si je pose une question, c'est parce que je suis arrivé à l'entrée, il m'a dit si j'avais une question. Donc, moi, j'ai une passion, c'est la question de la transition écologique et la ville intelligente. Comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour aussi augmenter la qualité de vie des citoyens? Donc, c'est pas une question piège, c'est ma passion. Je me pose beaucoup de questions sur ce sujet. C'est juste, je voulais ouvrir le sujet. C'est une question générale comme ça? Voilà. Écoutez, je ne sais pas quoi trop vous répondre directement, mais on a quand même à Montréal un bureau de la ville intelligente, on a un laboratoire d'innovation urbaine qui est porté par un élu. Donc, avec lui, je suis déjà en contact. En fait, c'est pour ça que je suis un peu gêné de vous poser la question. C'est plus ma passion que... On n'est pas dans un café, hein, donc je vais finir ma réponse, puis après ça, vous aurez droit à une sous-question. Donc, il y a un travail qui est fait vraiment à partir de la ville-centre, hein, sur tout son bureau de la ville intelligente, pour justement essayer de voir comment la technologie peut servir pour avoir une ville plus inclusive, écologique, etc. À l'arrondissement, spécifiquement, à ma connaissance, on n'a pas d'intervention particulière à cet effet-là. Oui? Vas-y.
Pas tant, mais je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année dernière, il y avait un concours, le défi des villes intelligentes, un concours auquel la Ville de Montréal a participé et a reçu une bourse. Et un des projets qui est exploré et pour lequel on doit présenter un projet pilote, c'est la mobilité intégrée. On sait que ça fait vraiment appel à différentes données, la collecte de données, la gestion de données afin de pouvoir créer une espèce de compte client qui va nous permettre de proposer une solution beaucoup plus agile, beaucoup plus souple de transport pour les différents usagers de Montréal. Donc, pour nous aider à nous départir, à faire un transfert modal, de passer de l'auto solo ou peut-être à un cocktail qui va associer, entre autres, l'autopartage, le Bixi, ça peut être les jumps, ça peut être le transport en commun, tout ça. Donc, je pense que ça, c'est un bon exemple de ce vers quoi on travaille à la Ville de Montréal. Et il y a sûrement, il y a plein d'autres applications comme quoi la ville intelligente peut venir en aide justement à la transition écologique. Et la Ville, d'ailleurs, a remporté un prix défi de ville intelligente qui vient avec un budget de 50 millions quand même du fédéral pour justement creuser cette question-là, mais ça se fait vraiment sur le leadership de la Ville-Centre. Mais j'imagine que vous avez une sous-question. Non. Non? OK, parfait. Merci pour votre réponse. Merci. Bonne soirée. Monsieur Gaétan-Lorrain? Bonsoir. Bonsoir. En fait, je représente une vingtaine de citoyens En fait, je vais lire mon texte. Donc, mon nom est Gaétan-Lorrain. Je fais partie d'un groupe de résidents qui habitons les rues Saint-Joseph et Rivard et où un projet d'agrandissement est prévu. Nous avons déjà fait des représentations à ce sujet auprès de l'arrondissement. Nous avons eu l'occasion de rencontrer notre conseillère pour lui faire part de nos craintes et notre position face au projet dans sa forme actuelle. Donc, je ne m'étendrai pas trop sur ce cas spécifiquement, mais je vais quand même tout de même mettre mon intervention en contexte. Un projet d'agrandissement pour un bâtiment donnant sur notre ruelle a été proposé suite à un incendie l'an dernier. Celui-ci reprend essentiellement la forme d'un bâtiment isolé d'une largeur de 30 pieds sur 3 étages, avec sa façade principale sur la ruelle, à la manière d'un bâtiment implanté sur rue. Donc, si on veut faire une image rapide du gabarit du projet, on peut s'imaginer un triplex montréalais typique, mais implanté dans notre ruelle aménagée au cœur de notre îlot. Donc, ma question s'adressera à vous tous, à savoir si ce nouveau type d'implantation inédit fait suite à une quelconque réflexion de l'arrondissement et est-ce que l'arrondissement a pris la pleine mesure des répercussions sur le milieu que ce type de projet, avec un tel gabarit, engendrera dans les ruelles? On se rend rapidement compte, lorsqu'on prend connaissance du plan d'urbanisme, de la réglementation et du discours de l'administration, que ce type d'implantation n'est pas cohérent avec le discours qui est prôné depuis plusieurs années pour le futur des ruelles. On nous a confirmé que ce type de projet pourrait être approuvé ailleurs sur notre îlot et dans d'autres ruelles. Nous ne voulons pas nous retrouver à jouer le rôle de cobaye pour cette nouvelle façon d'implanter des bâtiments directement dans les ruelles. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec de nombreux groupes de résidents faisant partie d'autres ruelles sur le plateau et nous pouvons d'ores et déjà vous dire que vous y retrouverez la même opposition advenant de l'annonce de projets semblables au cœur de leur ruelle. Donc, ma question est la suivante. Quelle est la vision de l'arrondissement pour le futur des ruelles du plateau? Nos ruelles constituent le poumon de nos quartiers, le terrain de jeu de nos enfants et l'endroit privilégié pour socialiser. Est-ce que l'arrondissement aurait maintenant d'autres visées pour ces milieux de vie si importants pour la communauté? Oui. Évidemment, on veut que les ruelles, on travaille très fort pour les verdir, pour soutenir la mobilisation des citoyens, pour que ce soit de réels milieux de vie. Notre vision ne change pas. Après, parfois, il y a des projets concrets qui sont déposés, puis qu'on doit analyser à partir des outils et des règlements qui existent. Donc, j'ai lu avec attention le mémoire que vous avez déposé. On en a discuté et Marie va vous faire le suivi, Marie Plourde, qui est la conseillère, qui est votre agente de liaison, si on peut dire, dans ce projet-là. Et on le suit de très près et ça nous préoccupe aussi. Bonsoir, M. Lorrain. Oui, bonsoir.
Vous savez que dans ce cas-ci, c'est pas un dossier qui est très facile, puis on comprend beaucoup. C'est un projet qui est atypique. On est d'accord avec ça. Et on comprend que ça va venir changer la dynamique de votre ruelle et que vous êtes inquiet. Et on est très sensible à ça. Et c'est la raison pour laquelle on travaille. Le projet est toujours à l'étude et on travaille pour essayer de trouver des solutions. On est en contact permanent avec la requérante qui propose ce projet-là, qui semble de très bonne foi vouloir aussi vous écouter. C'est sûr que maintenant, on demande aux gens, on a notre projet d'architecture solidaire et tous les projets qui soient de plein droit vont être obligés, tenus à l'avance de faire des rencontres avec les citoyens et d'avoir votre connaissance fine. Malheureusement, ce projet-là, on vous l'a déjà expliqué, tombait avant l'arrivée avant l'application de cette nouvelle réglementation-là. Mais nous, on va quand même essayer de travailler parce que c'est un projet de plein droit, mais effectivement, il y a ça a des impacts et on continue de travailler sur afin de l'intégrer le mieux possible et de faire en sorte que ce soit un projet qui semble trouver, où on va trouver un terrain d'entente là entre les résidents qui nous importe beaucoup, et la requérante qui a des droits aussi, puisqu'elle a fait son projet en bonne et due forme. Tout à fait. Mais est-ce que l'arrondissement est pleinement consciente que ce type de projet-là pourrait se retrouver dans n'importe quelle autre ruelle et les résidents seraient soumis, auraient les mêmes désagréments et auraient à passer à travers tout ce processus-là dont on est obligé de passer présentement? On est conscient. Parce qu'en fait, le plan d'urbanisme est très clair là-dessus, sur le verdissement des ruelles, que c'est important de créer un réseau parallèle au réseau de rue. Et puis aussi, c'est des espaces un petit peu plus informels. Là, ce qui est proposé dans ce cas-ci, et puis je ne veux pas juste réduire ça à notre cas précisément, mais dans un autre cas qui pourrait se présenter n'importe où, mais ce que ça fait, c'est que ça privatise les ruelles. En fait, ça vient mettre des façades principales avec une entrée, avec de la fenestration, ça enlève le côté informel de la ruelle, et puis ça dénature en fait ces espaces-là qui sont des lieux de socialisation différents des rues. Je comprends ce que vous dites. C'est quand même un équilibre. Faut mettre en perspective. Là, je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour dans cette ruelle-là, qui est un enchevêtrement de garages. Alors, on vient pas construire sur un espace vert. Là, il y a 3 garages et sur les 3 garages, il y en a 2 qui vont être transformés en résidentiels et sur lesquels on va construire. Donc, oui, ça implique des changements. C'est sûr que quand on regarde ça, on se dit, qu'est-ce qui est plus winner pour une ruelle? Est-ce que c'est 3 garages ou c'est peut-être d'apporter de la vie? Tu sais, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc non plus. Mais effectivement, la question qui se pose et que nous posons du côté de nos services, c'est quand il y a un droit acquis de garage, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble ou presque du plateau Mont-Royal a adopté une réglementation interdisant non seulement les garages, mais les nouveaux espaces de stationnement en ruelle. Alors, quand on jouit d'un droit acquis comme ça, est-ce qu'on peut l'intensifier? Effectivement, la question se pose et c'est une question à laquelle on va réfléchir à l'arrondissement. Croyez-nous, on prend pas. C'est le genre de sujet. À chaque fois qu'on a une nouvelle problématique qui se présente, on essaie d'en tirer des leçons puis on essaie d'améliorer nos pratiques. Et sur ce, attendez un peu, j'ai perdu un petit peu le fil de ma pensée, mais effectivement, on va travailler là-dessus. Okay. Et comme vous avez eu votre question, votre sous-question, et qu'il y a d'autres intervenants sur la même question, j'aurais tendance à passer la parole au prochain. Monsieur Jean-Marie Guy, là. Jean-Marie Guy Lorrain, oui, qui est là. Il pourrait peut-être prendre le relais. Monsieur Chouinard Vous êtes sur le même sujet. L'heure est écoulée, donc nous allons proposer le prolongement. Monsieur Ryan, qui appuie? Madame Giguère. Donc, vous comprenez que l'heure de période de questions est terminée. On la prolonge de 30 minutes. En fait, sur le même sujet, je serai très rapide. Je ne vais pas revenir sur tout l'argumentaire qui a été clairement énoncé dans les lettres et le mémoire. Je voulais seulement souligner l'impact que ça peut avoir sur le milieu de vie. Je souligne qu'il y a au moins une dizaine de familles adjacentes dans la ruelle, là.
dont 8 enfants d'âge scolaire maternel, pas maternel, maternel et élémentaire. Et un pareil projet de vie, un pareil projet va modifier considérablement. C'est comme si, dans la ruelle, maintenant, on s'amuse comme sur une rue ordinaire, sur le trottoir, à jouer au ballon, à jaser, etc., etc. C'est une modification substantielle. L'autre élément que je voulais apporter, c'est que moi, je peux vous prédire que si un tel projet est accepté, ben, d'ici quelques années, je vous certifie que vous aurez 3 autres projets identiques de prolongement des autres immeubles qui vont flairer la bonne affaire et qui vont augmenter l'effet canyon de la ruelle, parce que là, ça va devenir un véritable canyon, sans soleil et tout. Alors, c'est mon seul commentaire. Merci. Parfait. Merci. Je veux juste vous dire que vous avez quand même présenté un mémoire écrit très articulé et c'est utile de faire ça. Ça nous amène beaucoup de contenu, puis ça nous aide à faire l'analyse des dossiers. Parfait. Merci pour ça. Merci. Vous êtes sur le même point? Donc, ben, allez-y rapidement. Oui, moi, j'ai une question spécifique à notre situation. Donc, comme vous le savez, notre groupe, on est venu ici, on vous l'a rappelé plusieurs fois, là, on est venu en mars dernier, on est venu à la dernière séance du Conseil, là, vous étiez présent, M. Rabouin, mais assis juste là. Et puis, on s'est rencontrés le 15 octobre à l'arrondissement. On vous en remercie d'ailleurs. On a pu prendre connaissance là, de certains rendus de ce projet-là. Et puis, lors de cette rencontre-là, on s'est quitté avec une impression qu'il y aurait une réanalyse qui serait faite du cadre réglementaire du dossier avant d'être représenté au comité consultatif en urbanisme. Et puis, on a été sans réponse concrète sur nos dernières communications. Donc, on aimerait savoir, est-ce que le dossier a été représenté au CCU? Est-ce qu'il a été réanalysé? Est-ce qu'il y a... c'est quoi le développement qu'il y a concernant ce dossier-là? Je peux y aller? Le dossier n'a pas été encore représenté. On a redemandé d'autres informations encore à la requérante afin de pouvoir mieux analyser le projet. Il y avait aussi un souci, on se posait la question à savoir si ça pouvait possiblement devenir une démolition et ils perdraient ainsi leurs droits acquis. On a redemandé d'autres informations encore plus pointues de la part de l'architecte du projet et on ne tombe pas là, ici dans un cas de démolition. Donc, ça représente à peu près ce qui devrait être démoli pour permettre cette construction-là représente à peu près 20% de démolition. Donc, on ne tombe pas dans une démolition technique. Et en ce qui concerne, mais on ne peut pas changer un cadre réglementaire en cours de route. Donc, eux, comme ils ont fait leur dépôt, leur demande, ils sont soumis à la réglementation qui est en place. Donc, on ne peut pas changer les règles du jeu en cours, mais on peut essayer. Comme on vous dit, on n'a pas lâché, on n'a pas baissé les bras. Et la requérante, qui est sans doute à l'écoute ce soir, parce qu'elle est très soucieuse de ce qui se passe et je pense qu'elle comprend très, très bien aussi vos craintes. On va continuer à travailler puis à essayer de trouver une solution. Puis on n'a pas, comme je vous dis, le dossier n'est pas fermé. Il va être représenté éventuellement au CCU et on est encore en recherche de solutions. Parfait. Je n'ai pas de sous-question. Merci. Abel M. Chouinard. Oui, exactement. Merci. Oui, comme il reste pas. Est-ce que M. Valois est là, qui est sur le même sujet? Oui. Vous voulez y aller? Parce qu'on va passer à travers le sujet, puis après, il reste 3 ou 4 personnes. Oui, mon nom est Rénal Valois. Je suis un des résidents du quartier, là, près de cette ruelle-là. C'est un aspect que je veux souligner qui n'a pas été vraiment mis... ça n'a pas attiré l'attention tant que ça. C'est que cette ruelle-là représente la cour de récréation, le terrain de jeu de jeunes enfants qui, autrement, comme dans beaucoup d'autres quartiers, après l'école, n'ont plus que d'autres recours que d'aller s'installer à la télé ou sur les jeux vidéo. Alors, heureusement, ces enfants-là arrivent et peuvent jouer, bouger. Et ça me semble un aspect extrêmement important. Et jouer au ballon devant une façade vitrée là, de plusieurs fenêtres, c'est à peu près impensable. Hein? Moi, j'ai habité sur Saint-Grégoire, entre
Pauline Julien, et c'est des très beaux logements avec une cour intérieure très verdoyante, mais il y a 0 enfant qui a jamais joué dans ce coin-là, parce que toutes les façades des condos donnent là. Alors, on s'en vient nous installer des condos qui vont donner directement sur la ruelle. Alors, je vois pas déjà, les enfants ne peuvent pas jouer beaucoup dans la partie plus près de Rivard parce qu'il y a des fenêtres. Alors là, on ajoute des belles fenêtres. C'est un beau bâtiment, c'est vrai, qui ne cadre pas avec le reste, il faut le dire, par exemple. Et donc, ça me semble inciter des gens à aller s'installer en banlieue quand on a des enfants. Donc, on a bien compris l'importance de la ruelle. Vous comprendrez, comme le dit ma collègue, que la requérante a aussi des droits. Hein. Donc, il y a déjà des garages. Donc, elle fait des demandes en fonction de ses droits. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de concilier, voir comment est-ce qu'on serait capable de trouver un projet qui permettrait à la fois de maintenir l'aspect convivial et vivant de votre ruelle et ses droits en termes de faire les travaux qu'elle a à faire. Donc, c'est dans cette démarche-là qu'on essaie de faciliter pour trouver une solution qui puisse être acceptable pour tout le monde. C'est ce qu'on essaie de faire. Bon, j'espère que vous allez la trouver, la solution. On l'espère. On l'espère aussi. Donc, M. Yann Poudrier. C'est très simple. La Vélorue sur Saint-André, c'est un projet magnifique. Bravo. Surtout entre Mont-Royal et Saint-Joseph, vraiment, chapeau, ça se termine. Ma question, Montana, est-ce que ça va avoir lieu l'année prochaine, oui ou non? Le PTI de la Ville-Centre, parce que les Vélorues, c'est des projets, comme tous les grands projets d'infrastructures cyclables, c'est des projets qui viennent de la Ville-Centre. Je vais leur transmettre d'ailleurs vos félicitations. C'est vrai que c'est très beau, mais on les transmet aussi à l'arrondissement parce qu'on a travaillé étroitement avec eux pour en arriver à ce résultat-là. À la base, hein, c'est des projets d'infrastructure de l'eau. On doit refaire toutes les canalisations, donc c'est un très gros chantier, bon, comme on l'a vu sur Saint-André, qui va durer au moins 2 ans. Lorsque le PTI, donc le plan triennal d'immobilisation, va être présenté un peu plus tard en novembre, donc c'est très bientôt, on va avoir la confirmation si on a réussi à garder la Vélorue Montana, la première phase pour 2020. Je pense qu'il y a des très bonnes chances, mais je ne peux pas le confirmer à 100% encore, mais on a jonglé avec oui, non, puis il y a des questions de priorisation aussi en termes de réparation des infrastructures de l'eau, mais c'est très attendu, ça fait très longtemps, donc je pense que les administrateurs ont été sensibles à ça. Donc ça devrait commencer l'an prochain. Merci. J'ai une sous-question qui va être en lien. Vous avez parlé de changement, possiblement, de Bienville. Marie, on a échangé par courriel mai-juin. Sous-question sur la Vélorue. Vous êtes ouais, toujours vous allez voir. Ouais, vous allez voir. OK, c'est bon. Mais tant que vous êtes là-dessus, c'est bon. Ouais, Marie, je peux vous dire que la réponse est la même. mais je suis inquiet quand même par rapport à les vélos, autant leur sécurité à eux que le piéton. La voiture, moins d'inquiétude là-dessus. Les vélos ne font pas leur arrêt obligatoire sur Montana-Bienville. Il y a un arrêt d'autobus 8h15, 8h20 le matin et les vélos n'arrêtent pas non plus, même si le panneau de l'autobus est quand même ouvert. Alors qu'on donne une contravention à un automobiliste, les cyclistes peuvent se le permettre. Donc, ma sous-question est la suivante. Avec la conception d'une potentielle de vélorue, si elle n'a pas lieu, est-ce qu'on prévoit faire un apaisement pour le vélo, que ce soit des dos d'âne ou tout simplement une autre façon? On est inquiet. Il y a au-dessus de 50 enfants entre Montana et Saint-André. C'est très dynamique.
C'est une question tout à fait pertinente. On espère vraiment qu'elle va se faire, cette vélorue-là. Et sinon, ben, on essaiera là, de voir comment on peut apaiser. C'est sûr que c'est pas le coin où les policiers vont se mettre pour... c'est pas une trappe à ticket à vélo, là. C'est pas Brébeuf, c'est pas Brébeuf-Laurier, là. Donc, mais on le rappelle à chaque fois, tous les cyclistes sont tenus de faire leur arrêt. C'est une question de civisme, de bon travail, tous, de partage de la rue. Donc, on y verra. Vous pourrez toujours contacter avec moi. Vous savez, j'aime ça vous répondre. Ah, je sais. Merci. Si je peux me permettre, en fait, le concept de trappe à ticket, c'est très péjoratif, puis on essaie de les éviter dans le sens où on veut pas non plus stigmatiser puis taper sur les cyclistes en regard de certaines règles qui mettent moins en danger les autres usagers, au premier chef les enfants. On a Monsieur Liboiron, l'inspecteur qui est le commandant du PDQ 38 avec son adjoint qui sont ici. Ils vous entendent, vous pouvez peut-être leur répéter de quelle intersection il s'agit. S'il y a vraiment un moment où il y a un autobus qui est là à une heure précise avec son panneau d'arrêt, que les cyclistes qui sont tenus de respecter cet arrêt obligatoire-là commandé par l'autobus scolaire ne le respectent pas, ben oui, il faut à un moment donné, il faut les mettre à l'amende parce que quand l'éducation ne fonctionne pas, on passe à la répression par le portefeuille. C'est un enjeu qui est vraiment, vraiment important. On en parle souvent ici. Je m'en fais parler à tous les jours là, à quel point on est rendu à un nombre incroyable de cyclistes qui augmente beaucoup, beaucoup chaque année. Dans un environnement qui n'est pas encore adapté à la présence d'autant de cyclistes. Il n'y a pas assez de pistes séparées où ils peuvent rouler, où il n'y a pas assez d'intersections aménagées où le passage de chacun se fait de façon sécuritaire, si bien que ça entraîne une espèce de conscience, de sentiment de liberté, puis je prends la rue, puis je prends ma place. Donc, c'est une culture qu'il faut changer. Il faut sévir là où c'est vraiment dangereux, autant pour les cyclistes que pour les automobilistes. Donc, je pense que vous avez été entendus, puis ça nous tient à cœur. Là. On ne veut pas que les cyclistes... Même si ce n'est pas un danger qui est aussi important que celui d'un SUV qui brûle son stop, on s'entend que c'est hyper inconfortable et que c'est très déplaisant. Merci. Pour les piétons. Madame Sophia Laroussé. Bonjour. Bonjour. Félicitations, Monsieur le maire. Moi, j'ai une petite question rapide. En fait, ça concerne l'édifice au 42-47 Saint-Dominique, l'ancienne caserne de pompiers, qui est très connue par les résidents du plateau, par son histoire et aussi par sa qualité artistique. Donc, je sais, d'après mes petites recherches, que vous l'avez cédé donc, au Centre d'art contemporain du Québec à Montréal pour un bail de 99 ans, si je ne m'abuse, ce que j'ai trouvé sur Internet. Non. Non, sont pas les informations. Est-ce que vous avez complété la question? C'est votre question? C'est ça votre question? Non, ma question, non, c'est pas juste concernant le bail, mais tant mieux. En fait, ma question, c'est tout simplement que ce bâtiment est en train de dépérir jour après jour. Nous, on peut le voir carrément de l'extérieur. Je voulais savoir quel était son statut et si notamment vous aviez un plan de revalorisation de l'édifice. Oui. Merci. Répondre? Oui. En fait, c'est un projet qui est sous la responsabilité de la ville-centre. Je n'ai pas un chantier à vous donner aujourd'hui. C'est un projet qui, en principe, va garder sa vocation culturelle, mais on va pouvoir contacter nos services à la ville-centre pour peut-être vous revenir avec plus des informations, des précisions. Ceci étant dit, évidemment, au moment de faire toute la rénovation de la caserne, ça va être mis en valeur. C'est un projet qui est passé par les CCU, mais je n'ai pas de chantier à vous donner. Mais je peux vous garantir que c'est sous responsabilité de la ville-centre. On va vous revenir avec plus d'informations. Et en principe, une fois qu'il va être complété, ce projet, ça devrait rester aussi sur la responsabilité de la ville-centre, au moins qu'il y ait un transfert avec un budget qui doit venir avec. Mais ce sont les informations que je peux vous donner ce soir. Mais super, c'est déjà ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Sophie Lallemand. Bonsoir. Ma question, c'est simplement savoir pourquoi il n'y a pas d'écoquartier sur le plateau Mont-Royal.
En fait, ce que ma compréhension, vous pourrez me corriger, mais il y a quelques années, l'arrondissement a décidé d'investir son argent directement dans la réalisation des ruelles. Donc, en internalisant le service à l'interne dans l'arrondissement, ça revenait moins cher et on pouvait faire plus de ruelles vertes. Donc, l'argent est mis directement dans les ruelles plutôt que dans le financement d'un organisme à côté de l'arrondissement. Et du coup, ma sous-question, c'est à qui on peut s'adresser pour avoir des informations ou pour proposer des projets. Les ruelles vertes, c'est bien, mais vous avez beaucoup parlé d'écologie, de développement durable. Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a d'autres quartiers où on fait du ramassage de mégots, où il y a de l'argent qui est donné aux familles pour la location de couches lavables, ce genre de choses. À qui on peut s'adresser sur le plateau si on a une idée ou si on veut savoir ce qui se passe, si on veut encourager ce qui se passe, si on veut discuter sur les problèmes de cyclistes, puis la vision pro-cycliste, pro-automobiliste, pro-piéton, parce que je pense que c'est bien de tout entendre. Il y a 65% des automobilistes qui ne font pas leur stop d'après la SAAQ. Je pense que c'est bien de remettre ça dans le contexte. Il n'y a pas que les cyclistes qui sont des méchants à ne pas faire leur stop. Mais c'est ça. Presque autant que les automobilistes qui ne respectent pas la limite de vitesse dans les viaducs. Donc, je répondrai, je vais passer la parole à Marianne, mais je veux juste dire que il y a plusieurs organismes dans le plateau. Donc, si jamais vous avez des questions, il y a plusieurs organismes en environnement qui existent. Des comités de citoyens, ça se met aussi en place et ça peut travailler sans nécessairement avoir besoin de la permission ou de l'aide de personne. Ça s'organise, les gens s'organisent, font leur travail. Et la transition écologique, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour moi, c'est une priorité et on va travailler à l'interne à se doter d'un plan de transition écologique. Et là-dessus, je passe la parole à Marianne. En fait, vos suggestions, vous pouvez les adresser directement à vos élus locaux. Nous, on les reçoit, on y réfléchit, on les met, on les collige. Après ça, on en discute ensemble, on voit jusqu'où on veut aller. Donc, on est là, le conseil d'arrondissement est là aussi. Donc, il y a vraiment, nous, on répond tous à nos courriels, on répond au téléphone. Donc, on est vraiment à l'affût de vos idées, très intéressés de les entendre aussi. Et puis, on est tout à fait d'accord pour donner beaucoup de tickets aux automobilistes. OK, on se reparle bientôt, alors merci. Oui, merci. On a passé tout, parce que les autres, c'était sur la rue Rivard. Donc, on a fait le tour de la période de questions? Oui, tout à fait. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions en ligne, nous allons poursuivre avec l'ordre du jour. À l'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. Article 10.06, appel de la décision rendue le 3 juin 2019 par le Comité d'études des demandes de démolition du plateau Mont-Royal concernant l'immeuble situé au 4641 et 4643A, avenue Coloniale. Alors, est-ce que les appelants sont présents ce soir? Les appelants. Vous pouvez vous avancer, si vous le désirez, au micro. Au cas où vous auriez des représentations à faire. On va juste attendre quelques secondes que la vague soit passée. Comme ça, on va avoir l'attention. Vous pouvez y aller. Bonjour. Bonjour. Donc je représente, on est quelques-uns ici, on représente l'immeuble qui est situé au nord de celui qui fait l'objet de la demande de démolition et de reconstruction. Et on nous a présenté le projet de remplacement souhaité à la place de l'immeuble qui va se faire détruire. Et c'est un immeuble qui, présentement, ce qu'il y a, on a un immeuble de 2 étages qui donne sur rue, avec un grand jardin à l'arrière, comme tous les autres immeubles qui sont à cet endroit-là. Le projet de remplacement donc, prévoit de détruire cet immeuble de 2 étages, de le remplacer par un immeuble de 3 étages, et en plus de faire une immense extension à l'arrière qui prend quasiment tout le jardin, et qui vient faire un mur devant nos fenêtres, qui se trouvent être présentement en face du jardin. Donc nous bloquant l'ensoleillement, nous bloquant la luminosité et mettant un vis-à-vis en face donc, de nos fenêtres. Donc c'est pour ça qu'on s'oppose à ce projet-là, pas spécialement le fait de détruire cet immeuble-là et d'en reconstruire un nouveau, mais on considère que déjà un 3e étage sur rue plus l'extension, c'est bien trop gros, ça
correspond pas au projet politique que vous avez présenté d'urbanisme, à savoir des logements de taille raisonnable et pas aussi gros que celui qui est prévu. Et donc voilà pourquoi on s'oppose au projet. Puis, il faut préciser aussi que le projet de remplacement, c'est pour seulement 3 unités. Donc cette démolition plus la reconstruction qui prend plus de la moitié du terrain, c'est pour faire 3 unités seulement. Juste ajouter qu'ils représentent leur groupe. Moi, je suis une des voisines d'en arrière, directement en arrière du bâtiment en question. Je sais que mes voisins à côté, qui ne sont pas nécessairement ici ce soir, sont pas tout à fait d'accord non plus avec le projet. On a fait chacun des représentations de différentes manières en déposant des documents expliquant un petit peu notre vision. C'est sûr que c'est surdimensionné, c'est pas du tout un projet qui représente le volume existant comme il est spécifié dans les documents de la ville. C'est beaucoup plus gros que ce qui existe. Ça va bloquer complètement la lumière naturelle, le soleil. Il y a des études d'ensoleillement qui ont été faites qui réduisent de beaucoup quand même, même si on nous dit que c'est moins pire avec la deuxième version du projet. Toute perte en ensoleillement, toute vue, toute obstruction à notre qualité de vie, naturellement, c'est pas un gain, c'est une perte. Donc, moi, je parle pour les voisins d'en arrière. Merci. Je voudrais ajouter qu'on ne s'oppose pas au projet en tant que tel, on s'oppose à l'extension, comme vous venez de le deviner. Hein. Parce qu'il y a déjà un 3e étage sur rue, on considère que c'est déjà un gros agrandissement du projet, que l'extension en plus, là, c'est juste trop. C'est à ça qu'on s'oppose. Et que ça, du coup, ça impacte une dizaine de familles, au final, pour seulement 3 unités. Merci. Et plus. Et plus. OK, merci. Donc là, on a l'appel. Et ensuite... Excusez-moi. Ah, pardon? Moi, je suis le promoteur immobilier qui est propriétaire de l'immeuble. J'aimerais ça aussi Vous avez un droit de... vous adresser quelques mots. Donc, pouvez-vous vous rapprocher au micro? Qu'on vous entende bien? Juste plus proche. Parfait. Voilà. Je ne suis pas habitué. Je suis un petit peu nerveux. Je vais faire du Allez-y. des cheveux. J'ai fait peut-être 165 unités de construction dans divers arrondissements. En fait, seulement dans Rosemont et sur le plateau. 90% des immeubles que j'ai travaillés, on les conserve tout le temps. Celui-ci nécessite une démolition, malheureusement. On n'a jamais fait de demande de démolition qui a été refusée parce qu'on n'en fait pas. On est là pour faire de la transformation, des extensions, comme on l'a mentionné. De plein droit, on a le droit de faire 70% d'implantation, comme vous l'avez sûrement vu dans les documents. On en demande 55. L'immeuble voisin qui suscite beaucoup en fait, les voisins qui sont ici aujourd'hui pour parler de leur dossier, qui est le voisin immédiat, ils sont un immeuble de 3 étages, donc on veut faire 3 étages. Ils sont implantés à 67% sur leur terrain, on demande 55%, ce qui est beaucoup moins élevé que l'immeuble qu'ils sont. Je suis conscient que c'est gros ce qu'ils ont comme immeuble et on ne veut pas nécessairement demander la même chose parce qu'on juge que ça leur causerait vraiment préjudice. Pour faire autoriser un dossier dans votre arrondissement, vous avez des bons urbanistes, des bons architectes. C'est un processus qui est long et qui est assez difficile. Donc, c'est un processus qui dure depuis longtemps. Nos permis ont été déposés en mai 2018. Il y a eu beaucoup de va-et-vient avec vos urbanistes et les gens de votre équipe. Tout ça pour dire qu'ils ont supporté la demande une première fois. Ça a été déposé au CCU qui ont aussi approuvé le dossier en faisant des recommandations. On a fait 100% de ces recommandations-là. Je me suis assis aussi avec les voisins il y a 3 semaines pour leur représenter le projet, même si on ne faisait pas partie de cette vague-là. Je pense que vous avez les documents avec vous. On conserve tous les arbres, on a rajouté des vignes, on fait de la verdure au toit. On est à presque 200% des marges de recul partout sur l'immeuble et on est à 30% de moins d'implantation que l'immeuble voisin. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci. Merci.